L'essentiel politique ce soir, c'est avec Jean-Christophe Gallien. Bonsoir. Bonsoir. Consultant en communication politique. Dans un instant, on va revenir sur la récente condamnation de Nicolas Sarkozy. Il a donné ce week-end une interview explosive au journal du dimanche. Il estime qu'un traitement spécial lui a été réservé. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a lui commencé à dévoiler ses pistes budgétaires pour 2026. Il doit aussi annoncer son gouvernement dans les jours qui viennent. On fera le point sur la semaine qui l'attend. Et puis on évoquera le retour des syndicats dans la rue le 2 octobre. Ils espèrent arracher un maximum de concessions à Sébastien Lecornu, à qui ils reprochent de ne pas appliquer la rupture qu'il a promise. Nicolas Sarkozy a donc été condamné jeudi à 5 ans de prison ferme dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Une condamnation avec exécution provisoire et mandat de dépôt différé. Mais l'ancien président reste combatif. Dans une interview donnée au journal du dimanche, il dénonce une violation de l'état de droit. Il se dit victime d'une injustice. Jean-Christophe Gallien, cette condamnation, c'est du jamais vu dans l'histoire de la République. On sent que les Français sont partagés. Beaucoup se demandent si la justice n'a pas eu la main un peu trop lourde. Oui, je crois qu'il n'est pas le seul à se poser la question. En effet, vous avez raison. Je pense que c'est assez intéressant de voir effectivement à quel point il y a eu un écho à la fois réel, un peu mesuré, un peu stupéfait. Je pense que la tonalité est assez générale. Je ne parle pas de toute la campagne qui peut exister à la fois en pour ou en contre. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce que le contexte de communication judiciaire par les juges a été, à mon avis, assez complexe, pour pas dire flou, avec une reconnaissance de quasiment aucune charge pouvant peser sur Nicolas Sarkozy. C'est un peu moins vrai sur d'autres partenaires qu'il avait dans cette affaire potentielle. Et puis, une condamnation lourde parce que spectaculaire, parce qu'encore une fois, nous n'avons jamais connu en France, ça a été le cas dans d'autres pays européens ou d'autres démocraties, 2 fois en Israël, 1 fois au Portugal, 1 fois en Roumanie, un ancien Premier ministre, un chef d'État sont partis en prison. Là, on ne connaît pas ça. On a eu M. Chirac qui a eu du sursis, on va dire. Et puis là, c'est une démarche qui envoie un président de la République en prison, dans un contexte assez... Encore une fois, je vous le dis, de mon point de vue, un peu flou dans les attendus que j'ai parcourus avec détail, en tout cas dans la totalité de ce qui existait. Et c'est vrai que vous avez raison de dire, je suis assez d'accord avec vous sur cette espèce de sentiment étrange qui traverse le pays. À la fois de gens qui cherchent à comprendre, c'est pas qu'un sujet de faculté de droit, si vous voulez, ça aurait pu être ça. Oui, exécution provisoire, oui, qu'est-ce qui se passe derrière avec, vous savez, l'association de malfaiteurs, et c'est des sujets de juristes, on va dire. Mais c'est allé plus profond. Qu'est-ce que vous pensez, comment vous analysez sa stratégie de communication? Il n'est pas resté silencieux, loin de là. Il s'est exprimé, on le voit, à la sortie du tribunal. Son interview au journal du dimanche, il est très frontal. Il se dit victime des juges. C'est le Nicolas Sarkozy qu'on connaît finalement, qui ne se tait pas. Alors je vais vous dire, vous savez que c'est un regard assez direct, on va dire. Je pense qu'il s'est, comme Marine Le Pen, trompé de stratégie. C'est-à-dire qu'il a été trop tranquille, ou en tout cas respectueux du contexte judiciaire. C'est terrible de dire ça. Il a joué le jeu. Il a joué dans 2 directions avec les magistrats qui étaient en face de lui, notamment la présidente, qui est quelqu'un qui est reconnu comme étant très, très agréable, très à l'écoute pendant les procès, mais assez dur dans le verdict. Et puis aussi avec ses partenaires, notamment un qui, à mon avis, lui pose le vrai problème, c'est Claude Guéant. Et donc à partir de là, je pense qu'il y a eu une erreur de non-politisation du procès, assez vite. Il aurait dû sentir, il aurait dû comprendre que ça allait être difficile, parce que c'est une longue procédure, pour le coup, d'enquête, si vous voulez. On a quelque chose qui s'est déroulé longtemps. C'est compliqué dans la justice à ce moment-là de trouver quelque chose qui s'établit. Et donc, c'est compliqué aussi d'annoncer quelque chose qui puisse être l'aveu d'une défaite, entre guillemets, pour un système dans son ensemble. Donc, il n'a pas assez politisé. Et puis, aujourd'hui... Maintenant, il le fait. Il le fait complètement. Mais c'est victime d'une cabale judiciaire. C'est presque trop tard. Alors, deuxième erreur de mon point de vue, c'est que où se situe la zone d'ombre? La zone d'ombre, c'est un sujet pour France 24. C'est pas pour forcément tous les médias, c'est-à-dire que c'est un sujet qui se déroule en Libye. Et c'est ces fameuses visites de Brice Hortefeux et de Claude Guéant. De mon point de vue, il y a quelque chose qui est un peu assez clarifié du côté de Brice Hortefeux, un peu moins du côté de Claude Guéant. Et je ne crois pas, sincèrement, il a voulu rester très proche de cette affaire. Je suis quasiment certain qu'il n'a
n'a pas maîtrisé toutes ces visites des collaborateurs. Lui, il est allé, comme d'autres chefs d'État et de gouvernement, bien avant en Libye. C'était la réouverture du flux diplomatique de la Libye. Mais là, la zone de flou est très concrète. Il n'y a pas de preuve de quoi que ce soit qui a pu démarrer. C'est l'association de malfaiteurs qui montre qu'on peut imaginer une intention. Mais il n'a pas été assez précis dans est-ce que j'ai été commanditaire de ces visites, et 2, est-ce que j'ai su ce qui se passait et qu'est-ce qui s'est passé? Un autre homme est dans l'actualité politique du moment, c'est Sébastien Lecornu. Il doit nommer son gouvernement dans les prochains jours. Cela fait 19 jours maintenant que la France n'a plus de gouvernement. Le record établi par Michel Barnier est battu. En attendant, le Premier ministre a commencé à dévoiler ses pistes pour le budget 2026, écarter la taxe Zuckman et le retour de l'impôt sur la fortune. Il n'y aura pas non plus de suspension de la réforme des retraites. C'est plutôt mal engagé pour se mettre les socialistes dans la poche, non? Ah oui, ça veut dire que là, il y a une porte qui s'est fermée, très concrètement, vous avez raison, c'est même pas plus, c'est plus que mal engagé. Je pense que là, pour le coup, on voit pas très bien comment, qui chez les socialistes, qui avait une envie, s'était proposé encore une fois, c'est la deuxième ou la troisième fois qu'ils se proposent, cette fois-ci presque en solo. Ils y étaient allés sans leurs amis, j'allais dire, des gauches, la France Insoumise qui n'en veut pas, les Verts qui n'en veulent pas, le Parti communiste qui n'en voulait pas vraiment non plus. Donc ils étaient un peu tout seuls, donc ils étaient désignés, auto-désignés comme candidats, et puis ils ont pris une porte dans la figure. Est-ce qu'ils s'y attendaient? Je ne suis pas certain. Est-ce que tout le monde s'y attendait? Je ne suis pas certain non plus, parce qu'on avait plutôt un sentiment d'une volonté de M. Lecornu d'ouvrir, alors sinon une porte, en tout cas quelque chose qui pouvait paraître une conversation. Il peut encore le faire, non? Alors il peut changer d'avis, mais enfin c'est compliqué avec ce qu'il a déclaré sur le budget, parce qu'il a 2 moments. Il a un moment qui est celui de la composition d'un gouvernement qui se situe ensuite avec une déclaration de politique générale. Il va faire comme les autres, il ne va pas engager la confiance, donc il pourra continuer. Et puis arrivera le moment du budget. Et là, il faut bien qu'on soit d'accord sur la plateforme qu'on va proposer aux Français, et surtout à l'Assemblée nationale en termes d'équation budgétaire. Un mot de sa stratégie de communication à lui. Sébastien Lecornu, le silencieux, qui communique essentiellement dans la presse écrite, avec des annonces au compte-gouttes, qui reçoit tous les partis. C'est une méthode qui peut fonctionner? Alors, on l'a presque oublié, vous avez raison. Assemblée générale de l'ONU, la 80e, une grande thématique avec oui ou non 2 États en Palestine. Puis après l'affaire Nicolas Sarkozy, on ne sait plus qu'il était là, on ne savait plus s'il travaillait vraiment. Il a fait une communication en PQR, presque quotidienne régionale, ce qui est plutôt intéressant, mais par écrit, vous avez raison de le dire, comme si on se protégeait de la conversation orale. Pas de 20 heures, pas d'interview particulière avec un média audiovisuel. Ça aurait pu être France 24, par exemple, aussi. Ça n'a pas été le cas. Et donc, forcément, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui avance? Est-ce qu'il n'avance pas? Quelle est sa personnalité? On est dans l'extrême discrétion. Et là, pour le coup, dans un contexte où on a quand même besoin d'avoir des indications, d'avoir une perspective, parce qu'il faut passer, voilà, on est dans un contexte où on n'a plus de gouvernement. Et on n'a plus de gouvernement après une période où il y a eu de l'agitation, M. Bayrou pendant l'été, et ainsi de suite. Ça fait donc un long moment maintenant qu'on a l'impression que ce pays n'est pas piloté, en tout cas pas sur le plan intérieur. Sur le plan extérieur, on a eu des indications avec M. Macron, mais là, en l'occurrence, on peut s'interroger. Donc il y a urgence à ce qu'il soit un peu différent, un peu plus incarnant de sa fonction, parce qu'il n'est plus simplement un ministre, il est plus président d'un conseil départemental. Il faut qu'il sorte de la coquille de celui qui est le premier fan peut-être le fils préféré aujourd'hui, que M. Attal est parti dans une opposition d'Emmanuel Macron, ça suffit plus. Il est le Premier ministre de ce pays. Ça va être un moment important à la nomination du gouvernement. Elle est attendue dans les jours qui viennent. Il peut y avoir des surprises? Alors là, aujourd'hui, on pouvait avoir des surprises tant qu'il avait ouvert très largement. Mais là, encore une fois, vous avez raison de le dire tout à l'heure, et moi je le confirme, il a fermé la porte plutôt pour les gauches. Il lui reste quoi? Il lui reste son bloc central, où on a des gages, oui, bien sûr, on va être solidaire, mais en même temps, on attend aussi des perspectives. Même le MoDem, si vous voulez, pose des questions. Et puis après, vous avez les Républicains. Bon, alors, il en émane en 2017, mais il est parti quand même depuis longtemps. On ne va pas lui faire de cadeau non plus, même si on sent bien que M. Retailleau, il n'a pas envie de sortir du gouvernement, il a envie de continuer. Et puis maintenant, tout dépendra du Rassemblement national, encore une fois, parce que ce sont eux qui vont avoir la possibilité non pas de rentrer au gouvernement, ça, évidemment qu'ils n'en veulent pas, mais de décider si oui ou non on continue dans l'instabilité ou pas. De toute manière, c'est très mal embarqué, si vous voulez, sur l'aspect budgétaire. Moi, je pensais concrètement, mais on verra bien ce qui se passait, qu'il aurait une chance, Rassemblement national y compris, parce qu'on allait dépasser les élections municipales qui arrivent en mois de mars prochain, que personne ne veut avoir encore un contexte d'agitation potentielle d'ici là, mais c'est de moins en moins certain.
Les syndicats, eux, sont également très remontés contre le Premier ministre. Ils sont ressortis déçus de leur réunion à Matignon la semaine dernière. Ils appellent à une nouvelle journée d'action le 2 octobre. Pour la rupture, on reviendra. C'est ce qu'a déclaré la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, dans une interview à la Tribune du dimanche. Est-ce que cette stratégie du rapport de force, elle peut payer face à un Premier ministre en position de faiblesse? Alors, c'est là où il y a presque un point positif. C'est-à-dire que pour le coup, celles et ceux qui considèrent qu'ils ont été écoutés, on a le sentiment, c'est moins les partis politiques ou les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale ou au Sénat que les syndicats. En tout cas, c'est le cas à la CFDT par exemple, moi à la CGT qui est dans un rapport un peu plus dur évidemment, mais on a le sentiment que cette conversation sociale, si vous voulez, un peu politique évidemment, parce qu'elle contourne quelque part les partis, elle vient leur rentrer dans quelque chose qui est un peu différent, ça fonctionne. Sauf que ça ne donnera pas, ça va peut-être permettre d'éteindre un petit peu la colère sociale. Et à mon avis, il est tellement complexe, tellement multiple, tellement pluriel, des pharmaciens jusqu'aux cheminots, en passant par les agriculteurs, ainsi de suite. Je ne vois pas comment il peut s'en sortir, parce qu'il ne pourra pas contenter tout le monde. Par contre, elle ne contente en rien les partis politiques. Elle les contourne, ce qu'ils n'aiment pas beaucoup. Et donc, c'est un point positif, mais c'est un point aussi où on voit bien que les syndicats cherchent aussi l'adversaire, l'adversité, la capacité de mettre pression. Alors, ils savent bien que la bête est blessée, que le politique est blessé. Oui, mais avec quel gouvernement? Il faut quand même qu'à un moment donné, ils aient en face d'eux, non pas simplement quelqu'un qui gère l'intérim, mais quelqu'un qui peut prendre des initiatives, qui peut aller les proposer encore une fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, ils sont dans une difficulté eux aussi, c'est de se situer. Donc, il y a une conversation, on le sait, il y a des entretiens, il y a de la rue, physique, il y a des gens qui viennent, même les patrons, en tout cas un certain nombre de syndicats patronaux veulent le faire aujourd'hui. Donc, c'est un champ de bataille, de communication, de conversation sociale qui s'est ouvert. Maintenant, ça complexifie encore davantage l'équation de Sébastien Lecornu, qui est à plusieurs fronts, en fait, en réalité. Toujours à propos de cette mobilisation sociale, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle monte en puissance dans le courant de l'automne? On en est déjà à la 3e mobilisation depuis la rentrée. Il y a 2 hypothèses. La première, c'est que oui, on continue d'avancer parce qu'on aura un nouveau gouvernement et qu'on veut obtenir des résultats et qu'on sait qu'on est en période de fabrication d'un budget et qu'on aura des réponses assez rapides. Et puis parce qu'on a des envies, on a des besoins. La deuxième, c'est qu'il peut y avoir aussi une lassitude. La lassitude peut se transformer dans autre chose que la mobilisation organisée, la colère, le 10 septembre ou d'autres colères qui peuvent s'agiter. Et ce mélange-là est un mélange incertain. Le politique est tellement affaibli qu'au niveau gouvernemental, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, qu'on a un sentiment que tout peut arriver de ce point de vue-là. Reste encore la figure maintenant tutélaire du président de la République. Emmanuel Macron, à un moment donné, il va avoir du mal à sortir de ce contexte. Qu'on n'entend plus sur la scène intérieure. Il n'existe plus sur ce terrain-là. Quelque part, il se cache un petit peu. Il a choisi la version internationale, européenne. Il a pris position aujourd'hui, simplement, après l'affaire de Nicolas Sarkozy, non pas pour dire c'est bien ou c'est mal, mais pour dire c'est mal d'attaquer les juges, alors que ceux-ci attendaient quelque chose du magistrat suprême du pays. Donc c'est un moment compliqué pour les syndicats, compliqué pour le gouvernement, compliqué pour Emmanuel Macron, qui peut donner lieu à beaucoup de choses sur le terrain social, et pas forcément ce qu'on connaît. Maintenant, ça va être l'hiver. Et l'hiver, c'est rarement propice, sauf dans l'épisode, rappelons-nous, l'épisode qu'on a connu, qui était très dynamique, extrêmement puissant, et qui avait démarré à peu près à ce moment-là. Merci beaucoup Jean-Christophe Gallien d'être venu décrypter l'actualité politique du moment. Restez